Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, accompagnée d'une charmante Marie qui a 24 ans comme moi, qui a décidé de lancer sa propre entreprise, tout en associant ses compétences et ses valeurs. Et j'ai trouvé que c'était très courageux de sa part de se lancer dans l'entrepreneuriat et oser tenter sa chance, quitte à prendre des risques, quitte à avoir des obstacles, mais au moins en défendant ses valeurs dans un mode de vie responsable. Donc bienvenue Marie. Merci. Bonjour Marie. Donc, tu as 24 ans, tu t'appelles Marie. Que fais-tu? Que lances-tu? Qui es-tu? Dis-nous tout. Donc, je m'appelle Marie et je suis donc originaire de Meurthe-et-Moselle et j'ai eu la chance de grandir donc à la campagne, à la frontière entre la Moselle, les Vosges et l'Alsace. Et du coup, je suis jeune ingénieure agroalimentaire. Donc, après avoir fait un bac scientifique et un DUT dans la biologie et la santé sur Nancy, je suis partie en école d'ingénieur agroalimentaire à Nantes. Et donc, j'ai été diplômée en septembre, là, il y a quelques mois. Et du coup, maintenant, tu vis en Lorraine. Tu as ton appartement, je crois, depuis peu. Je déménage dans une semaine. On enregistre un podcast entre deux cartons. C'est ça. Pour parler un petit peu plus de ton parcours, tu as fait des études en agroalimentaire. Souvent, ce genre d'études, c'est pour être embauché dans des groupes de l'industrie agroalimentaire, pour ne pas les citer, Nestlé, Mondelez, Danone. Pourquoi tu as voulu faire ces études-là, en sachant que ça te permettrait d'atteindre ce genre de poste? Après le lycée, en fait, post-bac, je me suis tout de suite intéressée à l'alimentation, que ce soit au niveau nutrition, au niveau innovation. Pour moi, faire les courses dans un supermarché, j'adorais ça parce que je passais mon temps à regarder les nouveaux produits qui existaient, qui Ah ouais? sortaient. Et puis en même temps, je m'intéressais aussi beaucoup à la qualité nutritionnelle. Donc j'aimais décrypter un petit peu les compositions, les teneurs en macro, micronutriments, etc. Et je trouvais toujours des choses à redire en fait sur les produits. Du coup, cet intérêt pour la composition des aliments et leur qualité, est-ce que c'était aussi un intérêt au départ personnel? Parce que je crois, si j'ai bien compris, que tu manges plutôt végétarien. Peut-être un intérêt au départ de performance sportive ou autre? Comme j'ai grandi à la campagne, j'ai eu la chance d'avoir une maman très bonne cuisinière. Tout ce qui est plat préparé, etc., on n'en a jamais trop eu à la maison. Donc, je me suis toujours intéressée un peu à la qualité, on va dire, nutritionnelle, etc. Et quand je vois ce qui se fait en industrie, ça m'a toujours écœurée. Et en même temps, j'ai fait du sport, donc je m'intéressais aussi aux apports que je pouvais avoir par rapport à mes dépenses. À titre personnel, c'est des choses qui m'intéressaient. J'ai toujours eu un petit peu cette envie de ensuite créer quelque chose à moi qui me ressemble et dans lequel je puisse totalement, on va dire, m'exprimer. On en avait un petit peu discuté et tu as quand même un mode de vie qui tend plutôt vers le zéro déchet ou en tout cas la consommation responsable, que tu as une alimentation plutôt équilibrée, je crois, végétarienne la plupart du temps, et tu as décidé de créer ton entreprise anti-gaspi qui s'appelle In Extremis. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer d'où c'est parti. Quand est-ce que tu as eu cette idée-là? Alors, en fait, c'est parti de mes valeurs personnelles parce que l'anti-gaspillage, on s'en rend compte quand on est consommateur, on en entend beaucoup parler. Et en fait, quand on a l'œil de l'autre côté, en fait, en tant qu'ingénieur, on voit que finalement, le gaspillage, il a aussi lieu lors de la transformation. Et c'est un peu ça qui m'a fait me dire, c'est vraiment vers ça que j'ai envie de me tourner. Donner une seconde vie à des produits plutôt qu'en créer de nouveaux. Et quand je vois les rayons des supermarchés qui grossissent, j'avais pas envie d'un produit en plus. En fait, j'avais envie de valoriser ceux qui existent. Ouais, je comprends. Créer quelque chose à partir des produits qui auraient dû être jetés et gaspillés. Je suis partie sur 2 constats. Le premier, c'était tout ce qui est fruits et légumes qu'on dit moches ou hors calibre et qui sont un petit peu exclus des circuits de distribution alors que ils sont encore consommables, c'est juste qu'ils sont Moche. esthétiquement ou calibrement pas très beaux. L'autre point, c'était le pain rassis. C'est-à-dire tous les pains qui ne sont pas vendus dans les boulangeries et qui du coup finissent à la poubelle. Oui, que ça soit des boulangeries, mais pas que. Il y a aussi dans les collectivités, type les restaurants universitaires, les cantines, les restaurants hospitaliers, ce genre de choses. C'est du pain industriel, mais c'est du pain qui est produit et qui du coup est jeté parce qu'il est rentré dans le cycle de distribution, quoi. Et donc tu es partie de ces deux constats. Oui, je suis partie de ces 2 constats et en fait, l'idée du coup avait mûri pendant donc mes études en école d'ingénieur et du coup en rentrant en Lorraine, je me suis dit je viens de la campagne, j'avais envie de mettre en valeur en fait les producteurs du Grand Est et du coup, je me suis intéressée dans un premier temps à la partie fruits et légumes.
Surtout que j'arrivais, en fait, de par la valorisation des fruits et légumes, à concilier tous mes points de vue, puisque mon idée, c'était des tartinades anti-gaspi. Du coup, un conditionnement qui soit dans un bocal en verre, Ouais. recyclable. Donc, j'avais le côté zéro déchet. Sur le long terme, j'envisageais aussi un bocal en verre qui soit consigné. Donc, je me suis dit, bon, bah, go, je pars sur les fruits et légumes. Et en fait, papabam, il y a tout qui s'est cassé la figure. C'est ça. Quelques mois de prospection, de rencontres avec les producteurs du coin. En fait, l'angoisse et le stress a commencé à être présent au quotidien parce que j'étais face à un obstacle qui était que les producteurs, en fait, dans le Grand Est, sont des producteurs à petite échelle qui produisent à flux tendu. Leur cible, c'est directement les consommateurs via des paniers à MAP ou des drives fermiers ou sur les marchés. Ces consommateurs-là sont, eux, déjà sensibles. Donc, un poireau qui va être fané ou une carotte qui va avoir 2 pieds, ça leur pose pas de problème. Des producteurs à plus grande échelle, des maraîchers à plus grande échelle, eux vont avoir un cahier des charges beaucoup plus strict et du coup, comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir une question de calibre et une question d'esthétisme et du coup, là, la perte sera encore consommable, ce qui en fait n'était pas le cas lorsque je contactais les producteurs de Meurthe-et-Moselle. Ah oui, effectivement, tu t'es retrouvée face à ce petit souci, c'est que dans ta région, en fait, finalement, les producteurs sont déjà plutôt responsables, en fait. De par la demande, ils s'adaptent, ils ont finalement peut-être peu de pertes, en tout cas dans les fruits et légumes. Oui, c'est aussi dû au fait que les producteurs soient tous des petits maraîchers. Tous les fruits et légumes origine France qu'on peut retrouver dans la grande distribution, finalement, viennent plutôt du Grand Ouest, puisque c'est des régions au niveau climatique qui sont plus favorables à ce type d'activité. Donc, je pouvais pas ne pas être contente qu'il n'ait pas de perte. Ce projet de tartinade de légumes aurait pu fonctionner finalement dans des zones achalandées par des maraîchers beaucoup plus grands, ou en tout cas de la grande distribution à 100%. Si tu voulais t'implanter sur Nancy, c'était un peu plus délicat de faire tourner quelque chose à base de fruits et légumes parce qu'il n'y avait pas tant de pertes que ça. Je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je pars dans l'Ouest pour développer ce projet? Est-ce que je reste? Est-ce que j'abandonne? Et en fait, moi, l'un de mes objectifs, c'était quand même de développer le territoire du Grand Est parce que l'entrepreneuriat n'est pas trop développé. Les producteurs sont pas assez mis en avant, je trouve. Et en même temps, j'ai un emploi qui me permet aussi de vivre puisque je suis jeune diplômée, je peux pas avoir d'aide pour entreprendre. C'est un peu tout quitter pour partir dans l'Ouest. J'aurais aucune sécurité financière et j'aurais pas non plus l'assurance que ça fonctionne là-bas. Si d'ici quelques années, j'arrive à développer une autre antenne dans l'Ouest pour valoriser le gaspillage qui a lieu dans cette région-là, je le ferai sans aucune hésitation, quoi. Ça doit être flippant, non? À 24 ans, tu lances un projet entrepreneurial, tu te rends compte que ta première idée ne peut pas fonctionner ou ne va pas fonctionner comme tu l'imaginais. Tu dois du coup te réorienter vers autre chose, une autre solution. Ou alors tout abandonner. T'as pas eu l'envie de tout arrêter et de tout suspendre? Bah non. T'es une Ouais, battante. non, en fait, ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai eu peur que ça je me suis fait à l'idée en fait que ça pouvait pas fonctionner aujourd'hui. Il y a tellement de choses à faire dans ce domaine et il y a quand même tellement de gaspillage que je me suis tournée vers une autre chose en fait. T'avais pas envie Ouais. d'abandonner. Non. T'as eu du courage. Même, je pense que ça vient aussi de mon éducation peut-être et de mon activité physique. On m'a toujours décrite un petit peu comme quelqu'un qui est persévérante et qui est déterminée. Et c'est vrai que je le retrouve encore aujourd'hui dans mon projet d'entrepreneuriat parce que j'ai envie d'aller au bout des choses et au final, je ne serais pas sûre que ça fonctionne. Et il n'y a aucune assurance en fait. On ne peut pas lire le futur, donc on verra. Mais ouais, j'ai envie d'y aller. Et puis advienne que pourra, quoi. Mais alors du coup, cette nouvelle forme de anti-gaspi in extremis, qui au départ aurait dû être des tartinades de légumes, est devenue autre chose. Je sais juste que l'idée, c'est de revaloriser les pains rassis. Donc qu'est-ce que tu comptes en faire et comment? Oui, alors du coup, je suis partie sur l'autre idée dont on parlait tout à l'heure, qui est le pain. C'est quelque chose qui est consommé peu importe la région et produit peu importe la région en France. Et du coup, ce que je souhaite en faire, c'est en fait le sécher, le broyer et en faire une farine. Et cette farine, la réutiliser pour en faire des biscuits pour le petit déjeuner. Et en fait, pouvoir lier à la fois la santé environnementale via la lutte contre le gaspillage alimentaire et la santé humaine en créant un biscuit en fait qui soit sain, bon et en fait qui puisse permettre un petit déjeuner complet, ce que ne le font actuellement pas les biscuits petit déjeuner comme les Belvita pour ne pas les citer. C'est vrai que c'est une très bonne idée parce que le pain reste un produit de base. Même s'il est moins consommé actuellement, il reste quand même encore très habituel dans nos repas, que ce soit en accompagnement ou en source d'énergie principale, en tant que féculent, je parle.
Et c'est vrai que le petit déjeuner, c'est un débat actuellement, notamment sur les enfants qui prennent pas le temps de petit déjeuner, les céréales toujours trop sucrées, les parents qui veulent donner des choses bonnes et saines, mais qu'en même temps, il faut que ça plaise à l'enfant. Et c'est vrai que moi, les sachets de biscuits comme ça, petit déjeuner, j'ai jamais acheté parce que ça nourrit pas. T'as pas d'énergie avec ça pour tenir. Et puis, c'est clairement pas nutritif, comme tu le dis. Ce qui est intéressant avec ton projet, c'est de transformer quelque chose qui aurait dû être jeté et de le rendre encore plus nutritif qu'initialement. Comment tu comptes t'y prendre concrètement? L'un des constats que j'ai pu faire, c'est que la demande vers des produits sains se fait de plus en plus et les industriels l'ont bien compris et on voit des produits sortir faits à partir de céréales complètes, qui sont plus riches en fibres, qui contiennent entre guillemets moins de sucre, même si Oui, mais là, c'est comparé aux produits moyens traditionnellement observés, etc., etc. voilà, c'est ça. Et il y a toujours 20% de sucre dans le produit. Donc, je veux dire, un cinquième du produit qui est du sucre, c'est quand même pas un produit qui est destiné pour un petit déjeuner, puisque, enfin, avec un cinquième de sucre dans le produit, forcément, on va avoir faim dans la matinée, quoi. Et en fait, ce type de produit, en plus, c'est destiné à des gens qui ne prennent pas le temps de petit déjeuner et qui vont emporter ces biscuits pour les manger dans les Ouais. transports en commun ou en allant au travail. Ces biscuits, là, petit déjeuner, sont destinés à des consommateurs qui n'ont pas le temps de prendre un petit déjeuner complet le matin. Et un petit déjeuner complet, en fait, c'est un petit déjeuner qui est composé d'un produit céréalier, d'un produit laitier, d'un fruit et d'une boisson chaude ou d'une boisson froide. Ces consommateurs-là vont prendre uniquement le produit céréalier et en fait, ils vont pas avoir l'apport en protéines qui peut être apporté par le produit laitier, par exemple. C'est aussi pour ça que va y avoir une fringale dans la matinée, puisque c'est la source en protéines qui, en général, est le plus rassasiant et qui va éviter d'avoir un petit creux le matin, quoi. Puis en plus, si ces biscuits ont une haute teneur en sucre, le risque est de provoquer un pic de glycémie qui fait remonter le sucre dans le sang et qui le fait redescendre tout aussi vite et du coup entraîner ce genre de fringale et de fatigue en milieu de matinée qui aurait peut-être pas eu lieu s'ils avaient pris le temps de petit déjeuner. Mais tu vois, ce que je trouve positif, c'est pas d'entendre ah vous devriez prendre le temps de manger de telle manière ou telle manière, mais plutôt de dire ok vous avez pas le temps de manger, avec cette solution là vous pouvez consommer quelque chose qui vous cale, qui est bon pour la santé, qui vous plaît au niveau gustatif et qui est anti-gaspi. Ça revient un peu sur le sujet de la semaine dernière sur la culpabilisation écologique, sur le fait de pas forcément toujours culpabiliser les gens, mais plutôt de leur montrer les aspects positifs et de rappeler que les vrais coupables, c'est pas les consommateurs en premier, mais c'est plutôt l'offre qui leur est faite et qui n'est pas toujours raisonnable. En fait, c'est pour ça que je me suis intéressée aussi aux biscuits petit déjeuner, parce qu'en soi, des biscuits petit déjeuner, c'est pas innovant, mais ce qui est innovant, c'est plutôt le fait d'apporter quelque chose en plus et d'apporter quelque chose qui soit complémentaire, en fait. Et du coup, comment tu gérerais l'apport en protéines dans les biscuits? En complément, en fait, du coup, de la farine de pain rassis, il y aura une farine de légumineuse et des oléagineux pour apporter La matière grasse. la matière grasse. L'objectif, c'est d'avoir au moins 10% de protéines dans le produit fini. C'est super. Et du coup, les produits que tu utiliseras en complément de la farine de pain rassis, donc c'est-à-dire la farine de légumineuse et les oléagineux, ça sera des sources locales ou en tout cas des producteurs environnants? Oui, en fait, l'objectif, c'est d'avoir déjà une liste d'ingrédients courte, donc une douzaine d'ingrédients au maximum, et d'avoir des matières premières qui soient origine France et au maximum, origine du Grand Est. D'accord. Bio, pas bio? Pour le moment, ce sera pas bio parce Ouais. que le pain, c'est difficile de s'approvisionner en pain rassis qui soit bio et j'ai pas envie de me cloisonner non plus à ça. La première valeur que j'ai envie de défendre, c'est l'anti-gaspillage, donc autant éviter le gaspillage de tout le pain qui existe plutôt que le gaspillage du pain bio, quoi. Donc du coup, ces biscuits-là, tu vas probablement tester les recettes bientôt. Et l'idée, ça serait après de les revendre et du coup de faire la promotion en même temps des producteurs qui sont partenaires en tant que fournisseurs de matières premières, mais aussi de mettre en valeur les boulangers ou les lieux de récupération des pains rassis, c'est ça? Oui, j'ai envie d'être totalement transparente vis-à-vis de la fabrication, de toute la chaîne en fait qu'il peut y avoir, puisque les consommateurs sont aussi de plus en plus méfiants vis-à-vis de l'origine. Et du coup, comment tu vas te lancer concrètement? Enfin, est-ce que tu vas les mettre en vente dans un magasin? Où est-ce qu'on pourra trouver tes biscuits? J'ai envie de démarrer petit pour pouvoir tester mon idée, la créer avec la communauté, De de nous faire pouvoir... goûter tes gâteaux? Voilà, c'est ça. Débuter du coup en auto-entrepreneur, c'est le statut le moins risqué lorsqu'on se lance.
Et du D'accord. coup, l'idée, ce sera de fabriquer d'abord, moi, de mon côté, de vendre en direct, sur les marchés, lors Ah ouais. d'événements, pour avoir ce contact-là et ensuite avoir un retour et avoir des ventes derrière et pouvoir aller voir des banques pour, créer mon propre atelier de production et de transformation puisque, l'objectif, c'est de créer de l'emploi, sur le territoire lorrain et être maître de toute la chaîne de production. C'est assez impressionnant parce que là, tu vois, je te parle et je me dis: «OK, on est en 2019, si ça se trouve dans 2, 3, 4 ans, on en reparle et en fait, on pourra acheter tes petits biscuits, en ligne, on pourra peut-être avoir 2, 3 goûts différents, il y aura peut-être plusieurs salariés, on pourra peut-être trouver tes produits en magasin bio» et je trouve ça vachement osé de se dire: «Bon ben, OK, j'ai fait ces études-là, la nutrition ça m'intéresse, les produits, sains ça m'intéresse et l'anti-gaspi ça me plaît, je fonce dedans» et ouais, je trouve que c'est courageux à 24 ans de se lancer là-dedans parce que tu es toute seule mine de rien et ça doit pas être évident à gérer. Tu as forcément les hésitations des premiers temps de: «Est-ce qu'on va aimer? Est-ce que ça va marcher?» Et en même temps, d'un autre côté, tu as rien à perdre. C'est ça, en fait. C'est aussi pour ça que je me suis dit: «Lance-toi maintenant». J'ai pas une famille à nourrir, Tu es je libre. tente, ouais, voilà, je suis libre et c'est aujourd'hui, en fait, que je peux me le permettre. Je verrai bien et c'est ça qui est excitant. Tu as déjà testé les recettes chez toi ou pas du tout? J'attends de déménager justement pour pouvoir, tester les premières recettes, mais elles sont sur le papier. J'aimerais bien avoir au moins, on va dire 3 recettes pour pouvoir, que tout le monde y trouve son compte et de pouvoir, régaler tout le monde, quoi. Alors, je te passe une commande particulière, cacahuètes, chocolat. Mais oui, en tout cas, c'est une belle idée. Et ce que je retiens de toi, en fait, c'est pas tant le fait que tu manges végétarien, que tu sois anti-gaspi, que tu tries tes déchets ou que tu achètes bio. C'est plus le côté positif de dire, OK, on a des produits qui se perdent tous les jours et on va faire quelque chose de positif. Et pas de montrer du doigt en disant, c'est pas bien, arrêtez de jeter. Arrêtez d'utiliser des produits pour ne pas les consommer après. Tu transformes le truc et tu dis, OK, cette perte, elle existe. En attendant que ça avance de ce point de vue-là, on va utiliser ces pertes-là pour en refaire quelque chose. Donner une seconde vie au produit, c'est quand même un beau geste et c'est une belle manière en fait de transformer les choses. Et je te trouve vraiment courageuse en fait de te lancer, de créer ce projet. Et d'un autre côté, je te comprends complètement parce que créer quelque chose à 100%, c'est hyper valorisant parce que si tu te casses la gueule, c'est pas grave, tu fais autre chose, tu auras acquis de l'expérience. Et si jamais ça marche, tu peux être fier à 100% et tu peux pas dire c'est grâce à tierce personne. Non, c'est grâce à toi entièrement. Je pense que ça te fait aussi beaucoup grandir, non? Ah oui, j'ai souvent eu justement ce manque de confiance en moi et cette peur, encore il y a quelque temps, hein. Là, maintenant, je commence à oser aller voir des entrepreneurs qui sont déjà lancés, des gens qui ont déjà de l'expérience, etc. et leur poser des questions. Il y a quelques mois encore, j'osais pas et je me mettais des barrières alors que, non, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une grande famille, entre guillemets, et ouais, ça me fait totalement grandir. Et même si ça fonctionne pas, j'aurais appris beaucoup de choses, quoi. Et ce sera jamais, je le considérerai jamais comme un échec, en tout cas. Le fait d'avoir cette espèce de peur de pas être légitime, de syndrome de l'imposteur en permanence, on est beaucoup à l'avoir et je pense que c'est pas anormal parce que on a tous des hésitations, la peur de se tromper, enfin c'est humain. Et ce que je trouve intéressant, c'est de t'entendre dire que OK, j'ai peur, mais la peur n'évite pas le danger. Donc autant le faire, quitte à prendre des risques. En tout cas, je te souhaite vraiment de réussir et que ça marche. Et même si ça marche pas, je te souhaite juste d'en tirer que des rencontres et du positif parce que si jamais quelque chose ne se présente pas comme tu pensais que ça se présenterait, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui va se présenter derrière. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le bon sens, c'est parce qu'il y a autre chose qui doit se faire en mieux, je pense. Oui, je partage totalement ton point de vue. Enfin, pour moi, il y a rien qui arrive au hasard et du coup, voilà, si les choses se produisent d'une telle manière, c'est que c'était écrit, c'est qu'on doit aller vers ce chemin-là. Est-ce que tu penses que c'est de notre génération d'oser plus? Déjà à notre âge comme ça, de lancer quelque chose, c'est quand même assez générationnel, j'ai l'impression. Et en tant que femme, il y a une légitimité qui est souvent plus compliquée à asseoir. Disons que c'est peut-être moins évident pour une fille d'oser se lancer en étant si jeune. Je pense que tu as raison. Je pense qu'on est de plus en plus à le faire, mais pour autant qu'on n'est pas tous destinés à ça non plus. Tu as raison, il y en a beaucoup qui sont pas faites du tout pour l'entrepreneuriat, mais c'est quand même assez générationnel de se dire: «OK, je vais quand même tenter quelque chose». Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs j'ai l'impression qui se lancent jeunes maintenant. C'est un peu sorti des sentiers battus et c'est quelque chose qui se démocratise un petit peu et c'est une bonne chose de justement se lancer, comme on l'a dit, se lancer jeune, on risque rien en fait. Comment tes proches, t'encouragent? Est-ce que tu es soutenue autour de toi? Oui, heureusement. Enfin, je pense que je serais pas là où
je suis à l'heure actuelle si j'avais pas leur soutien au quotidien. Déjà, dans le choix d'entreprendre aujourd'hui, c'est ultra important et ils comprennent ce vers quoi, je veux aller, ce que je veux défendre et ça, ils l'entendent et ils le soutiennent également. Donc, en fait, que ça soit familial ou mes amis, ils me soutiennent à la fois de par leur présence, mais aussi de par leurs compétences et leurs connaissances. Enfin, j'ai un papa qui, a créé son entreprise, il y a quelques années. Ça t'a donné le courage d'oser? Oui, voilà et donc du coup, ça m'a donné, le courage d'entreprendre. Je me suis dit: s'il a réussi à le faire, alors que, voilà, il avait une quarantaine d'années, je peux aussi peut-être, le faire, et puis, des amis qui sont aussi, auto-entrepreneurs et qui ont lancé leur entreprise il y a quelques années et Ça marche très bien, je pense à Tiffany notamment, ou d'autres personnes, voilà, c'est je clair. parlais de la même personne également et du coup, voilà, son soutien et son retour d'expérience m'aide, beaucoup, à oser et à sortir, en fait, un peu de ma zone de confort aussi. Ouais, la fameuse zone de confort. Mais c'est ça, c'est surtout, Mmh, savoir s'entourer des bonnes personnes et dire: «OK, si jamais j'ai des doutes, si jamais j'ai un problème, je pose la question, j'ai le droit de la poser, je suis tout autant légitime que X, Y de réussir ou de pas réussir d'ailleurs, mais en tout cas, de faire quelque chose qui me plaît» et c'est ça que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était voilà, toi, tu es une jeune femme de 24 ans, tu as décidé de faire quelque chose qui te plaisait et qui est dans tes valeurs et tu le fais jusqu'au bout. Ça méritait d'être sur Sois sage et parle fort parce qu'ici, on parle fort de ce qu'on a envie et on fait les choses parce qu'elles nous plaisent et peu importe, son passé, peu importe vers où ça va, tant qu'on le fait parce qu'on en a envie, en fait, c'est ça qui compte. Je te souhaite vraiment de réussir, que les petits producteurs du coin vont entendre parler de toi et vont avoir confiance en toi et en ton projet et vont pouvoir, te fournir en produits de qualité pour pouvoir, nous régaler le matin. Est-ce que tu as quelque chose à dire, pour terminer, cet épisode? je voulais te remercier de m'avoir invitée parce que comme tu le disais, peut-être que tu as retrouvé, en moi les choses que tu aimes défendre, dans ton podcast et c'est aussi pour ça que je suis, chacun de tes épisodes. Je pense qu'on a des valeurs, similaires qu'on souhaite, défendre, chacune de notre manière. Mais du coup, voilà, c'était un chouette échange et je te remercie. Mais je te remercie beaucoup Marie. Je sais que c'est un exercice pas évident de se livrer et de parler de soi. Merci pour, ce joli projet de revalorisation de produits. Merci pour, ton courage et ton partage d'expérience. Donc je vous invite tous à aller voir la page, Instagram In Extremis de Marie. Je vous mettrai la référence, en détail pour faire parler d'elle, pour s'intéresser à son projet et puis bien sûr, je vous remercie pour tous vos petits messages et vos encouragements, quotidien que je reçois. Ça me fait très plaisir. Vous m'aidez à agrandir aussi. Vous m'aidez aussi à prendre confiance en moi et c'est très important. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et puis, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.